Quentin Perroma qui va nous accompagner pour cette première demi-heure, directeur de la gestion d'Assetfi. Bonjour Quentin. Bonjour Grégoire. Juste un mot parce qu'on l'a évoqué, on avait ces statistiques chinoises ce matin, c'était l'entrée pour commencer la journée sur les marchés, croissance stable, 6,7%, on a eu les ventes au détail aussi qui progressent légèrement, qui accélèrent légèrement je crois au mois de septembre, enfin on a eu un certain nombre d'indicateurs. Est-ce qu'on apprend quelque chose? Est-ce qu'il y a des enseignements particuliers à tirer de cette salve de chiffres chinois? Oui, tout à fait, je pense qu'il y a deux points importants. Le premier, c'est qu'on voit quand même que le modèle chinois continue sa transformation, puisqu'on est à peu près, la part de la consommation représente à peu près 70% du PIB, donc on est en augmentation par rapport à 2015 qui était autour de 66%, et les services aussi ont une part importante. Donc ça, on a une véritable transformation de l'économie chinoise. Ça, c'est le point positif. Le point qui est moins positif, c'est qu'on a un déséquilibre qui se creuse. Et notamment, on voit que les investissements privés, en tout cas la tendance ralentit, et qu'on compense ça de plus en plus par des investissements publics et dans l'infrastructure. Donc toujours cette question de surcapacité qui est loin d'être réglée en fait, là, c'est ce qu'on comprend Quentin. En plus, il y a des déséquilibres, on voit, alors il y a de nouvelles mesures qui sont mises en place, notamment le gouvernement central est en train de piloter certains investissements, et notamment dans des zones où il y a une surcapacité en termes d'investissement, et aussi où il y a à nouveau des flambées importantes au niveau de l'immobilier. Donc on voit encore ces déséquilibres. Il n'y a pas de danger immédiat, mais à surveiller. Voilà donc pour ces chiffres chinois qui étaient publiés tôt ce matin, aux alentours de 4 heures du matin, heure française. Et puis on vient d'avoir également des statistiques américaines avant l'ouverture des marchés à Wall Street. Grégory Volopkin, on vous retrouve sur place à New York, le président de Mescard Financial Services. Des chiffres qui concernent l'immobilier américain. Grégory, quels sont les enseignements là qu'on peut tirer de ces publications de mise en chantier et de permis de construire pour le mois de septembre? Oui, en fait, c'est des chiffres intéressants. Par exemple, il y a une grosse déception sur les mises en chantier, mais l'explication sur les mises en chantier est assez simple. Actuellement, aux États-Unis, tout simplement, on a beaucoup de peine à trouver des ouvriers qualifiés dans la construction. Ça, c'est une chose. Et une autre explication, c'est qu'il y a eu ces dernières années énormément de nouvelles constructions d'immeubles, d'appartements. Donc, les loyers ont beaucoup monté, et maintenant, on a, je dirais, ce trend qui commence à ralentir. Et dans ces mises en chantier, ce qu'on voit, c'est que c'est les maisons individuelles qui continuent à bien monter. Par contre, les permis de construire, qui sont alors un indicateur avancé, qui vont nous donner des bonnes indications sur ce qui va se passer, par exemple, sur le prochain trimestre, là, on arrive avec une belle croissance supérieure à 5%. Donc, je dirais, l'un dans l'autre, l'immobilier se tient toujours bien aux États-Unis, mais sans montrer des signes d'une force soudaine ou trop importante. Oui, c'est la grande question que se posent les banquiers centraux américains, notamment, jusqu'à quel point est-ce qu'il faut laisser bouillir ou est-ce qu'il faut laisser se réchauffer l'économie américaine? C'est vraiment le sujet du débat en ce moment au sein de la Réserve fédérale américaine. Grégory, un mot, parce que la semaine va être animée par un grand nombre de résultats d'entreprises. Il y a plus de 80 sociétés du S&P 500 qui publient leurs résultats cette semaine. On a encore une banque, je crois, ce matin chez vous à New York, Morgan Stanley. Hier soir, il y avait les résultats de quelques grands noms de la tech, dont ceux de Yahoo. Est-ce qu'on peut en donner les grandes lignes juste avant l'ouverture, Grégory? Oui, alors parlons par exemple des banques. On peut dire qu'elles ont toutes des très bons résultats, mais dus à des facteurs qui me semblent être plutôt exceptionnels, puisque c'est les revenus sur le trading obligataire. Et vous savez que ce trading en obligation avait explosé suite au Brexit. Donc est-ce que ça va être répété dans les trimestres prochains? Même les directeurs des banques ne le pensent pas. Donc c'est difficile de dire que ces résultats des banques sont indicateurs de quoi que ce soit. Dans la tech, je dirais, c'est cas par cas. Dans le cas de Intel, c'est intéressant de voir qu'en fait, ils ont beaucoup bénéficié du restockage des ordinateurs personnels sur le trimestre. Ils bénéficient bien du passage dans le cloud de beaucoup de services, mais ils disent que malheureusement, justement, ce restockage, il est arrivé un peu à sa fin, et ils prévoient un ralentissement sur le prochain trimestre des ventes de PC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, le titre Intel ce matin est en baisse de quelques pourcents. Mais je dirais que ce qu'on peut dire, en gros, sur toute cette saison des résultats, c'est que
ils sont bons, mais ils ne nous apprennent pas grand-chose que l'on ne savait déjà. Merci beaucoup Grégory, on vous retrouvera dans une vingtaine de minutes, hein, juste à l'ouverture des marchés américains. On attend une progression des indices US tout à l'heure de l'ordre de 0,2%, hein, si on regarde les indices américains futurs, et en Europe on progresse légèrement également, le CAC qui se maintient au-delà des 4500 points, autour de 4515 points. Voilà pour l'actualité des marchés, les autres infos clés du jour avec vous Sophie Tussaud, et sans doute bientôt cette nouvelle casquette. Intégrale Bourse, Grégoire Favet. L'actualité des marchés américains et la politique américaine, évidemment, hein, qui fait partie des sujets dans le radar des investisseurs aujourd'hui. On retrouve Grégory Volokin en duplex à New York, le président de Mescart Financial Services. Grégory, Sophie le disait à l'instant, dernier débat ce soir entre Hillary Clinton et Donald Trump. Est-ce qu'on en attend encore quelque chose? C'est vrai que les sondages, en tout cas, nous disent grosso modo que c'est plié pour Donald Trump aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi évident que ça, Grégory? Je dirais pas que c'est évident. D'abord, ce qu'on en attend, c'est surtout un divertissement à l'américaine, je dirais, de voir les deux candidats se traîner les uns et les autres dans la boue en direct sous les projecteurs, c'est assez extraordinaire. Je dirais. Donc, qu'est-ce qu'on attend comme positionnement? Alors, Donald Trump a un choix, ou bien alors il part à l'attaque directement sur tous les sujets qui sont sensibles pour Hillary Clinton, que ce soit le sujet des serveurs, où elle avait transmis donc des emails confidentiels et secret défense sans que ce serveur soit un serveur officiel, ou bien que ce soit les escapades de Bill Clinton. Enfin, il peut y avoir beaucoup de sujets, ou bien les conférences que donne Hillary à Goldman Sachs pour 250 000 $. Mais la grande question, c'est que s'il attaque uniquement Hillary Clinton, ça va renforcer sa base, c'est certain, mais comment va-t-il réussir à ramener derrière lui plus d'électeurs, puisque vous le dites vraiment qu'il y a un déficit là de plus de, selon les sondages, entre 5 et 11 points entre les deux candidats. Donc vous me dites, est-ce que c'est plié? C'est ça la bonne question. Quand vous regardez les études d'opinion aux États-Unis, que vous imaginez qu'aux États-Unis il y a 320 millions d'habitants et que ces études d'opinion se font sur des échantillonnages de 1000 personnes, leur fiabilité à mes yeux est très 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 douteuse. Une autre chose, il faut se souvenir que pendant les primaires, très souvent les sondages donnaient Donald Trump perdant même avec des grosses marges, et il arrivait des fois à l'emporter avec des grosses marges. Donc je dirais rien n'est joué, et je dirais que le plus grand danger pour Hillary Clinton, c'est qu'en fait, si son avance dans les sondages est vraiment important, les électeurs démocrates qui ne l'aiment pas vraiment et qui n'ont pas trop confiance en elle, tout simplement vont se dire bon, à quoi bon se déplacer pour aller aux urnes, puisque de toute façon elle va gagner. Donc il y aura peut-être beaucoup moins de mobilisation dans le camp Clinton des démocrates que dans le camp des supporters un peu enragés de Donald Trump. Bon, voilà pour le débat politique qui aura lieu ce soir aux États-Unis. Dernier débat avant le vote, l'élection présidentielle, et puis le Congrès aussi, hein. C'est un élément important de cette élection américaine qui aura lieu le 8 novembre prochain. Grégory, on a encore une série de résultats d'entreprise. Il y avait Yahoo, Intel dans la tech hier soir, Morgan Stanley encore pour compléter le panorama des résultats du secteur bancaire aux États-Unis. Tiens, à ce sujet, parce c'est un point commun, notamment pour les grandes banques d'affaires de Wall Street, les performances qu'elles ont enregistrées sur le trading obligataire, donc les opérations qu'elles effectuent sur le marché obligataire au troisième trimestre. On a appris qu'un trader de Goldman Sachs, au premier semestre, en jouant sur ce marché obligataire et notamment sur les obligations les plus risquées, avait fait gagner 100 millions de dollars à la banque. Grégory, il a été félicité, ou est-ce qu'on lui a tapé sur les doigts pour avoir pris trop de risques? Mais je vous dirais, je pense que ce trader, il doit pas être très heureux ce matin qu'il y ait un article sur la première page du Wall Street Journal. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, à cause de Dodd-Frank, hein, cette nouvelle réglementation des banques, les banques doivent vraiment et ont dû énormément diminuer leurs activités de fonds propres. Donc si on diminue ces activités de fonds propres, si on fait du trading obligataire, ça doit être uniquement pour faciliter une transaction avec un client. C'est-à-dire donc, je dirais, acheter des obligations, des junk, pour les revendre dans la journée ou peut-être un jour, 2 jours après au client. Maintenant qu'on a attiré l'attention sur ce trader, peut-être que la SEC et d'autres vont regarder, est-ce que Goldman Sachs tout simplement ne prenait pas des positions en fonds propres importantes et gardait ces positions longtemps
vous savez, actuellement, faire du profit, c'est devenu carrément un crime dans les banques américaines. On accepte qu'elles payent des amendes, on n'accepte pas qu'elles gagnent de l'argent. Donc, je dirais que c'est clair que les activités de trading ont très très bien marché pour toutes ces banques américaines. Jusqu'à quel point elles l'ont fait d'une façon juste pour faciliter donc les opérations de leurs clients, ou bien est-ce qu'ils ont pris des risques qui, à ce moment-là, peut-être seront de nouveau sous l'œil des malheureusement de tout ce qui est la compliance. Et juste un mot encore là, c'est très important ce que vous nous disiez tout à l'heure, hein, les performances que les banques américaines ont enregistrées sur les derniers trimestres sur le marché obligataire, aucun des directeurs de ces banques n'est en train de dire que ce sont des performances qui vont se renouveler sur les prochains mois ou les prochains trimestres. C'est pas une tendance qui sera répliquée à l'avenir, semble-t-il. Non seulement ils disent pas, mais ils mettent même en garde que ça ne sera pas renouvelé. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que très souvent, ces excellentes performances viennent d'événements que l'on ne peut pas prédire. Hein. C'était par exemple la dévaluation du yuan, ou quand le franc suisse avait abandonné sa corrélation avec l'euro. À ce moment-là, ça provoque des énormes volumes sur les marchés, et c'est évidemment là que ça produit des gros profits pour ces banques. Mais non, elles ont tout à fait raison, de dire que peut-être que ça ne va pas se reproduire, mais je vous dirais, disons, l'espoir de ces banques, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'économie américaine va plutôt bien, on le voit tous les jours, que les taux d'intérêt, à moins d'une grosse surprise, devraient en principe, je suis toujours très prudent avec ça, remonter au mois de décembre. Donc elles ont des tas de choses positives dans l'avenir, mais la visibilité reste, je dirais, quand même assez limitée. Donc il n'y a pas vraiment un enthousiasme du côté de ces banques pour les investisseurs, mais quand même on voit que le secteur a bien surperformé depuis le début de la saison des earnings. Et puis une information qui doit être dans le radar des marchés également ce matin chez vous à New York, Grégory. Alibaba, donc la grande firme chinoise, s'apprêterait ou envisagerait du moins la mise en bourse d'une de ses grosses activités, qui est son activité de paiement. Oui, qu'on appelle, disons, en tout cas en Chine, Alipay. Alors, il y a deux choses à dire. D'abord, la valorisation de cette activité de paiement qui effectue 170 millions de transactions par jour, c'est quand même un beau chiffre. La valorisation en bourse serait aux alentours de 60 milliards de dollars. Bon, ça c'est quelque chose que l'on sait. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'autorisations que doit obtenir Alibaba des autorités chinoises, et je pense que un des points de litige, c'est où est-ce que va être cette introduction en bourse? Est-ce qu'elle va être à Hong Kong? Est-ce qu'elle va être sur le marché américain? Je pense qu'il doit y avoir aussi une partie de bras de fer entre Alibaba et le gouvernement chinois. Mais tout ça pour vous dire que dans une ambiance où il y a eu très peu de grosses introductions, si c'est au début de l'année prochaine, ça sera peut-être une de ces introductions dont on parlera énormément. Comment est-ce qu'on regarde aux États-Unis pour finir, Grégory? Alors il y avait des chiffres immobiliers aujourd'hui. On fête le 29e anniversaire du krach d'octobre 1987, qui était un krach obligataire au départ, hein, qui s'est propagé au monde action. Comment est-ce qu'on regarde aujourd'hui aux États-Unis la remontée des rendements? Alors c'est vrai sur les taux européens, mais c'est vrai également sur les taux américains. On aura le livre beige de la Fed ce soir, et on sait que le débat du moment au sein des membres de la Fed, c'est de savoir jusqu'à quel point est-ce qu'on laisse chauffer, voire surchauffer d'une certaine manière l'économie américaine. Oui, alors je dirais que pour le moment, personne ne s'inquiète de cette hausse des rendements, mais je pense que cette hausse sur les obligations, donc cette baisse de la valeur faciale des obligations, pourrait commencer à inquiéter beaucoup de fonds qui étaient tous évidemment comme d'habitude toujours dans le même sens. Donc je dirais pour le moment sur le 10 ans américain par exemple, on est juste au-dessus de 1,80, c'est où on était au mois de juillet, donc on n'a pas franchi vraiment des seuils où cela pourrait amener des ventes ou des ventes importantes, ou plus tard des ventes forcées, mais c'est vraiment, je dirais, la donnée la plus importante, en tout cas techniquement, à regarder dans les marchés, jusqu'à quel point cette remontée des taux ne va pas entraîner des dégagements importants dans des marchés que vous savez assez illiquides évidemment, puisque les banques centrales, surtout en Europe, possèdent pratiquement toute la dette, et que, disons, les acteurs en dehors des banques centrales qui sont prêts à en racheter sont très très rares. Donc non, je dirais que c'est pas encore un
signal d'alarme, mais c'est peut-être vraiment la chose à regarder avec le plus d'attention en ce moment, cette remontée des taux. Ouais, sujet à surveiller, déterminant effectivement, alors pour la classe d'actifs obligataires et puis pour d'autres classes d'actifs et notamment les actifs risqués et le marché action. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin avec nous en duplex depuis New York, le président de Mescard Financial Services, premier quart d'heure de cotation sur les marchés américains. On a une tendance légère